on arrive au bout de cette matinée. Étude profonde et intéressante. Je suis avec Thomas Jamet, le patron de Media Brands, notre partenaire préféré non, préféré, je ne le dis pas parce qu'il y a d'autres partenaires. Donc, notre partenaire historique, pardon, sur le Retail Morning, avec Amélie Poisson, directrice marketing, client et marque de La Redoute, et Nicolas Rieul, Managing Director Industry Relations de Criteo. Ça, je le dis en français. Ça prouve que c'est une marque internationale. Alors, cette étude, Thomas, est-ce qu'elle te surprend? Est-ce que les résultats de cette étude te surprennent? Alors, ce qu'on peut noter, c'est qu'effectivement, l'objectif plutôt, avant de dire ce qu'on peut noter, de cette étude, c'était d'essayer d'objectiver une intuition qui était que les engagements des marques, la RSE, qui sont un peu des sujets attrape-tout, en fait, sont complètement compatibles avec le consumer journey et avec l'acte d'achat, y compris sur le point de vente, quand on est en magasin, et en digital. Voilà. Donc en fait, à quel moment essayer de mettre ça en scène. Et donc pour ça, il a fallu qu'on creuse un peu. Donc on avait cette intuition, on en avait parlé Frédéric ensemble, hein, du good parcours. Donc le parcours conso, et comment on peut amener le good dans le parcours conso à des moments où en fait le moment of truth, le moment où on se retrouve en rayonnage ou à cliquer, j'achète pas, et bien en fait est roi. Donc comment on influence avant, comment on influence pendant, et est-ce que c'est compatible? Voilà. Donc les résultats, vous pouvez les retrouver, je fais de la pub pour CB News, dans le CB Expert magnifique, avec tous les chiffres. Et puis l'agence UM, bien évidemment, est à votre dispo si ça vous intéresse qu'on en reparle. Mais il y a des choses très intéressantes que j'ai notées, c'est notamment l'engagement des jeunes, notamment, ce qui est pas une surprise, mais surtout qu'il y a une attente des consommateurs pour qu'on leur parle de ces sujets-là et qu'en fait, ça les fait bouger. Et que concrètement, c'est pas juste un peu du greenwashing ou un truc un peu du RSE washing, c'est concret et ça peut faire avancer le business des annonceurs s'ils l'intègrent. Donc il faut l'auditer, il faut y penser en brand content, il faut le faire de façon différente. Ce n'est pas via de la publicité classique ou de la réclame qu'il faut le faire, c'est via du content. Et d'ailleurs chez UM, on a lancé un produit qui s'appelle Positive Content pour justement encadrer tout ça et le proposer à nos clients. Amélie, une étude comme ça, quand on dirige le marketing de La Redoute, qui est quand même très impliqué, là pour le coup, dans les nouvelles pratiques, dans le good, ça fait... oui, ça fait écho, ça fait complètement écho. Enfin, je pense que ça fait un moment qu'on le sait. Pour nous, hein, on se dit que le prochain enjeu de transformation des entreprises, il est vraiment autour de la RSE. Parce que ça demande beaucoup de changements sur les fonctionnements, sur les process, sur le sourcing. Et c'est sûrement aussi profond que la transformation digitale. C'est vrai que souvent on me dit, on m'invite à parler de la transformation digitale, mais moi j'ai plutôt envie de parler de la transformation RSE de La Redoute, parce que c'est l'avenir. Et peut-être j'ajouterai un point à l'étude, parce que je ne suis pas surprise de ce qui ressort, elle confirme en fait, mais c'est qu'en plus le consommateur attend ça va devenir standard, mais il n'a pas l'intention de payer plus cher. Oui. Donc, si je puis me permettre, en tant que commerçante. Donc, du coup, vraiment, le challenge, c'est de repenser l'entreprise pour trouver le bon équilibre entre RSE et profitabilité. Ouais, mais le consommateur, vous l'entendez, vous le demandez? Oui, on l'entend, on a souvent des études, alors celle-là est récente, mais j'en ai eu d'autres, avec change.org par exemple, qui nous en avait présenté une, et c'était à peu près les mêmes sujets, et on voit bien cette appétence encore plus forte sur les jeunes, mais pas que. Je pense que la conscience, elle est en plus avec la Covid, on va dire que la conscience est décuplée maintenant et que ça devient une norme pour tout le monde. Et typiquement, alors nous on s'est fixé depuis déjà plusieurs années un schéma très clair pour être en RSE. Sur la partie de nos produits, par exemple, en marque, en mode, produits internes, on sera à 100% l'année prochaine. Et par exemple, notre exemple, on a fait un choix d'arrêter nos produits marque interne en hommes. Et là, on ressort une collection, messieurs, je vous invite, 100% RSE à la rentrée. Donc ça, c'est les produits, mais il n'y a pas que les produits. Il y a la neutralité carbone, évidemment, il y a la parité, il y a tout le sujet de l'emballage et du zéro plastique, il y a tout le sujet de la livraison et de la distribution qui arrive. Et le sujet, c'est que la loi aussi encadre tout ça. La loi de l'économie circulaire, notamment, va imposer aussi pas mal de choses aux entreprises.
Et le point, c'est est-ce que vous êtes en avance de phase ou est-ce que vous suivez la loi? Et compte tenu de ce qu'on vous demande, vous avez intérêt à être en avance de phase. En avance. Alors pour Criteo, une étude comme ça qui remet un coup de projecteur sur des attentes assez exigeantes finalement des consommateurs, ça a quoi comme conséquence? Déjà, je pense que ça montre que le consommateur est roi, parce que finalement, c'est assez vertueux de se dire que ces choix-là, si les entreprises font le travail et dépensent là-dessus et engagent leur transformation, ils vont y avoir un intérêt, parce que c'est ce que demande le consommateur. Et c'est le meilleur cercle qu'on peut avoir pour que les entreprises s'engagent. Sur Criteo, ça nous impacte à deux niveaux. Il y a notre métier, donc là c'est plutôt comment on accompagne les marques pour faire savoir ces changements-là. Et c'est une bonne nouvelle que ça puisse être un atout finalement de vente, parce que ça veut dire qu'on a une forme de rentabilité, on peut investir sur ces sujets-là, mais il faut le faire savoir. Donc comment on adresse, on véhicule les bons messages sans que ça paraisse par exemple sur l'environnement comme du greenwashing, à la bonne audience. Il y a évidemment des typologies de personnes qui vont être plus sensibles à certains messages. Et puis après, j'ai Criteo en tant qu'entreprise qui a aussi engagé sa transformation sur ces sujets-là. J'étais assez agréablement surpris que le numéro 1 qui remontait, c'était les conditions de travail et le bien-être. Et d'un point de vue consommateur, c'est-à-dire que ça les intéresse de savoir que les produits qu'ils achètent, derrière, on traite bien les gens. Donc je pense que c'est un point très fort. Et quand je voyais le top 5, on avait évidemment l'environnement et l'égalité homme-femme. Je m'attendais à les voir assez haut. Et c'est des points sur lesquels on travaille. On vise la neutralité carbone, on est déjà à 85%, 100% en Europe, 100% aux USA. C'est plus compliqué en Asie parce que les mécanismes de compensation sont plus compliqués à mettre en place. Et puis il y a des choses qui remontaient comme ça, sur lesquelles, qui font partie aussi des sujets du moment. Il y a la notion de consommer local, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le digital, consommer local? Je ne sais pas si le consommateur pensait à ça, mais eh bien, voilà, c'est aussi des emplois technologiques en France, notamment, qu'on peut avoir là, derrière. Nicolas nous dit utilise plus Criteo que... Voilà, c'est ça. C'est un message pour moi, en fait. Mon client, c'est pas le consommateur final. Et donc, il faut, si ces arguments peuvent porter auprès des consommateurs de mes consommateurs, mais moi, je suis ravi. Mais je n'ai pas à faire cette démonstration à Amélie, puisqu'on a la chance qu'elle nous fait confiance depuis des années. C'est vrai. Mais alors, il y a le faire, mais il n'y a pas que le faire. Il y a aussi, de manière générale, il y a des attentes consommateurs qui se dégagent fortement ces derniers temps. Oui, et on le voit notamment, c'était encore dans le top 5, je pense qu'il y avait j'ai bien aimé l'intérêt consommateur qui ressort quand même. Donc quand on parlait du prix, il y a quand même ce point-là. Si on parle de notre marché, de la publicité digitale, le parallèle, ça serait le contenu gratuit qui est offert. Et comment on éduque peut-être plus là-dessus, parce que c'est un vrai bénéfice consommateur. Au-delà du côté qui est très important aujourd'hui, surtout aujourd'hui, qui est de l'information, qui est un pilier de la démocratie aujourd'hui à l'heure des fake news. Ça paraît bête, mais c'est le cas. Mais il y a aussi la partie effectivement consommation. On peut vraiment chiffrer un contenu qualité qui rémunère les créations de contenu. Et puis il y a la transparence aussi qui est citée, et ça je pense que c'est intéressant. Et sur ces sujets-là également, le marketing digital a fait d'énormes progrès parce que complexe et qui paraissait opaque ces dernières années. Comprendre une chaîne programmatique, passer des informations, donner de la transparence, que ce soit sur la typologie d'audience, mais aussi aux consommateurs. Comment sont utilisées mes données, par qui, est-ce que je peux donner mon choix, est-ce que je peux le donner facilement, etc. C'est le sujet qui nous préoccupe ces dernières années et on voit que ça remonte. Donc ça crée, je pense, un cercle assez positif de voir que finalement le consommateur, eh bien, c'est important pour lui aussi. Alors, Amélie, au-delà des études à la Redoute, vous essayez en vrai, quoi. Vous avez fait la reboucle, vous utilisez des tas de canaux. Et au fond, à la fin, on n'est pas à la fin, mais il y a déjà un bilan qu'on peut faire de toutes ces initiatives que vous lancez. Alors, un bilan de la reboucle, c'est un peu tôt. C'est fou d'ailleurs les encouragements qu'on a reçus autour de la reboucle. Donc, il y a déjà un succès d'image qui est fort. Après,
réussir à s'installer sur le C2C dans un marché qui est déjà très très challengé, c'est un sujet, mais on l'a conçu comme un service pour nos clients et on a plein d'autres idées, il y a encore de choses à mettre en place sur l'économie circulaire. En fait, on a la conviction que le commerce de demain, c'est un commerce probablement plus responsable, plus durable, avec moins d'actes d'achat et peut-être plus de circularité. Donc, si vous voulez être, et on le voit, hein, d'ailleurs, c'est pas, les études le montrent, à quel moment la seconde main va dépasser le neuf, sur la mode, sur la maison, sur d'autres choses, etc. On voit que d'autres secteurs sont disruptés sur plein de sujets. Donc, l'enjeu vraiment d'une entreprise comme la nôtre, c'est tout en conservant notre mission qui est embellir la vie des familles. Si on embellit, il y a le côté RSE, il y a le côté pouvoir d'achat, il y a le côté durabilité. Et donc, du coup, on travaille à la fois sur les produits, mais aussi sur des services. Et donc, on vient de lancer la reboucle, mais on en a plusieurs d'autres en tête aussi. Voilà. Et en fait, à chaque fois, on va essayer d'avoir dans nos services une dimension RSE. Alors, pas forcément toujours environnementale, ça peut être social aussi. On aura des annonces à la rentrée. Voilà. Ah, on est impatient, donc. D'accord. Thomas, de votre côté, chez Mediabrands, vous avez lancé des rapprochements avec des médias un peu différents, en tout cas du point de départ, comme Vice ou TikTok. C'est aussi, là pour le coup, on est plus dans l'entertainment pour convaincre, c'est le faire savoir qui lui aussi doit se retourner, chambouler. Oui, effectivement, on a annoncé 2 partenariats majeurs avec TikTok et avec Vice Media Group. L'idée, c'est de donner accès en fait à nos clients à des créateurs qui ne soient pas forcément, je dirais, dans le giron classique de la création publicitaire. Voilà. Donc on met les 2 pieds vraiment dans cette dimension de l'influence et on essaye de faire ça de façon collaborative. Donc là aussi, ça change de la relation qu'on a avec nos clients. L'idée, c'est de le faire ensemble. Et je pense que dans cette idée de recommercer aussi, qui est le thème de la matinée, on a aussi cette idée du collaboratif. Et je pense qu'on ne peut plus travailler de la même façon entre un client à une agence, des annonceurs et puis un prestataire de service. On est là pour créer, quelque part ensemble, co-créer des plateformes. Évidemment, le faire aussi avec des créateurs, le faire avec des gens dont ce n'est pas forcément le métier. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Quand on discute, quand on crée ces workshops avec des créateurs TikTok et nos clients, il se passe des moments complètement improbables. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Et c'est de là que viennent les meilleures idées d'ailleurs en général. Donc, ce qui nous intéresse, c'est un peu de réinventer la relation entre clients et agences et de le faire via, effectivement, tous les leviers de cette postmodernité digitale dont parlait Nicolas, dont parlait Amélie à l'instant. Justement, alors Nicolas, on parle de recommercer, on parle de réenchanter. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'une maison comme Criteo, qui est au cœur de toutes ces problématiques, et puis qui fait savoir, qui permet de faire savoir, comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce point de vue-là? Nous, on essaie d'offrir des solutions qui permettent aux retailers d'améliorer l'expérience client, notamment l'expérience digitale. Un des enjeux, et on l'a vu avec la crise, en 2020, on a 39% des Français qui ont expérimenté le click and collect. Ouais. Ça devrait être 41% cette année. Une bonne expérience client aujourd'hui, c'est un client qui est omnicanal, qui a une expérience qui est sans couture. C'est des choses qu'on dit depuis des années, mais là, c'est une réalité parce que chaque consommateur s'y est confronté. Donc, il ne va pas ressortir de cette crise sans avoir connu des bonnes et des mauvaises expériences. Et c'est rentable parce que, en fait, on le voit, un consommateur omnicanal, c'est-à-dire qu'il va à la fois parfois acheter en magasin et parfois en ligne, il achète en moyenne 3,8 produits lors de son achat, alors que c'est 2,2 en magasin seul et 2,7 en ligne. Donc quand on arrive finalement à le transformer en omnicanal, et en plus il est plus fidèle. Il y a un taux de rachat de 11% pour les acheteurs omnicanal, et en magasin seul, c'est 7%. Donc quand j'arrive à l'amener dans un magasin, il faut que je l'engage. Peut-être, c'est évidemment le programme de fidélité, ce qui va me permettre plus tard de l'amener, de lui faire découvrir mon expérience en ligne. Et inversement, quand je l'ai attrapé, c'est un client que j'ai acquis en ligne, mon but, en fait, c'est de l'emmener au magasin. Voilà. Également, quand j'ai évidemment un magasin où j'ai mis en place du retrait, du click and collect, qui comprennent toute la facilité que j'ai mis en place pour que son expérience soit absolument parfaite. Donc, nous, notre rôle, c'est de mettre des bonnes solutions pour que on ait à la fois des données online et offline qui soient
intégré, facilement activable, et dans lequel on puisse mesurer très simplement, que ce soit pour de la visibilité du haut de funnel et de la notoriété, jusqu'à la conversion, de se dire que je fais du web to store ou du store to web parce que je dois avoir la meilleure expérience utilisateur. Et à partir du moment où ce client est convaincu, il a une bonne expérience, il va plutôt avoir assez facilement le réflexe de le répéter. Ça paraît tout bête, mais on est dans une complexité aujourd'hui de logistique et de données également. Pour réussir à atteindre cet objectif, eh bien, il faut mettre des choses en place et des activations. Amélie, certes, performance, mais expérience, il n'y a pas que la performance dans le business, si je puis dire. Non, c'est vrai que en fait, là, nous, bon, évidemment, la Redoute, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur la performance. Je pense qu'on est arrivé à un bon niveau, mais c'est pas suffisant. Si vous voulez pas en fait remplir une baignoire qui se vide, je suis complètement d'accord avec Nicolas. On a un sujet d'expérience et on pense que on doit encore plus travailler sur la satisfaction de nos clients avant tout, avant de travailler sur l'acquisition. Donc ça ne veut pas dire qu'on baisse la voile sur l'acquisition, mais en fait, il y a deux choses qui nous intéressent aujourd'hui dans Recommercer. Alors la RSE, on en a parlé, mais c'est aussi l'inspiration. On doit attirer les gens. Il y a un côté, et Thomas le disait, d'entertainment, de divertissement, et nous, c'est toute notre stratégie de marque. Et du coup, finalement, c'est sur 3 piliers. Il y a l'aspect RSE, l'aspect inspiration, expérience, et évidemment, toujours et encore la performance. Mais c'est plus suffisant, en fait. C'est plus suffisant. Et du coup, c'est pas si simple que ça, parce que vous avez une habitude de travail sur la performance, très héroïste, et puis là, on dit non, il faut prendre des risques. On va aller faire un challenge sur TikTok, on va faire un film avec Géraldine Nakache. Ah ouais, il n'y a pas de prix à la fin, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de code promo. Pour la Redoute, c'est quand même un truc. Mais en fait, au final, voilà, toute cette ère-là, je pense que... et on voit bien, c'est gagnant dans le sens où on doit à la fois travailler l'attachement avec le consommateur, qui passe par l'authenticité et du divertissement, et là où il ne nous pardonne pas, c'est sur l'expérience. Donc c'est là-dessus que tous les retailers, y compris nous, on a... encore beaucoup de progrès à faire, même si, voilà, donc on a le Graal du NPS. Là, on a eu 50 cette semaine. Je peux vous dire que j'ai sorti le champagne. Bravo. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Non, mais c'est parce que les standards sont très hauts. Donc, voilà, c'est un vrai sujet. Thomas, le mot de la fin aux partenaires organisateurs. Préféré. Merci, oui, voilà. Merci beaucoup. Historique. Merci beaucoup à toute l'équipe de CB News. Merci à toi, Frédéric. Merci également à Charlotte de cette matinée. C'était un plaisir de se retrouver en fait en vrai. En vrai, oui. On a eu du mal à y croire. On s'est dit bon, allez, on tente le coup, on y va. Et voilà, et c'était très réussi. Je trouve qu'on a eu sur les 4 années de Retail Morning, c'est la 4e édition, le meilleur plateau, je trouve, en termes d'invités, en termes de thématiques et tout. Et je trouve qu'on a touché du doigt quelque chose qui n'est pas juste un thème, en fait. Parce que parfois des thèmes, on en prend pour des événements, et puis on en change, et puis on se dit, bon, voilà. Ce thème-là, le thème de recommercer et de la dimension du retail, du fair retail avec des valeurs et du fair retail avec de l'entertainment, je pense que là, on touche du doigt quelque chose qui redéfinit un petit peu ce que doit être la communication et à quoi servent les médias également. Nous, en tant qu'agence média, ça redéfinit également complètement la façon dont on travaille pour nos clients avec ces piliers, effectivement, de faire des choses qui soient saines et qui soient bonnes et que les consommateurs perçoivent à la fin, parce que nous aussi on ne travaille pas pour le consommateur final, mais je pense que tout ça se sent dans cet état d'esprit d'une campagne, etc. Et le média sert à ça, hein, la forme est formante, comme on dit. Voilà. Et puis il y a également cette dimension effectivement très entertainment qu'on va continuer à pousser. Moi, en tant qu'amoureux du brand content, vous le savez. Et donc, recommençons ensemble. Recommençons et recommerçons ensemble. Recommençons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont suivis dans la salle et online. Et à très bientôt. Et l'année prochaine. À l'année prochaine, bien sûr.